D'accord, décortiquons tout ça. Il y a cette sensation presque universelle qu'on a vraiment tous ressentie à un moment ou un autre. Oh que oui. Le corps est physiquement présent. Il est assis, je ne sais pas, sur une chaise de bureau, dans un train, ou même super confortablement installé sur un canapé le soir. Mais l'esprit n'est pas du tout là. Voilà, exactement. L'esprit est complètement ailleurs. Il est littéralement pris en otage dans une sorte de salle de projection interne. Et on se repasse en boucle un film. Ouais, un film qui tourne en boucle, c'est la métaphore parfaite. On rejoue des vieilles conversations pour chercher la petite bête, la phrase qu'on aurait dû dire, ou alors on fait l'inverse. C'est-à-dire? Eh bien, on anticipe les pires scénarios catastrophes pour un futur qui, au final, n'existe même pas encore. Et le plus fou, c'est que physiquement, dans la pièce, il ne se passe absolument rien. Le silence est total. C'est clair. Mais mentalement, c'est une tempête de catégorie 5. Aujourd'hui, pour notre exploration en profondeur, on s'attaque à ce phénomène ultra précis, la fameuse surréflexion. Le fait d'être coincé dans sa propre tête, oui. Exactement. Et pour comprendre comment en sortir, on va s'appuyer sur des extraits d'un guide vraiment fascinant qui s'appelle L'art stoïcien de sortir de sa tête. Et notre mission aujourd'hui, c'est pas de faire un cours d'histoire, hein. Surtout pas. C'est de comprendre pourquoi notre cerveau tourne à vide comme ça et comment des philosophes d'il y a 2000 ans ont trouvé la méthode exacte pour nous ramener à la réalité. Et le contexte dans lequel ces outils ont été forgés, c'est vraiment essentiel pour comprendre leur puissance. Parce que bon, on a souvent cette image d'Épinal tenace en tête quand on parle de philosophie ancienne. Ouais, l'image du vieux sage dans sa grotte. Voilà, on s'imagine des moines isolés sur une montagne, bien à l'abri du tumulte, qui passent leur journée à méditer en silence. Sauf que la réalité des stoïciens est radicalement différente. Ils étaient en plein cœur de l'Empire romain, c'est ça? Exactement, au cœur même du chaos. On parle d'individus qui affrontaient de vraies guerres, des complots politiques meurtriers, des exils, même des maladies pour lesquelles, à l'époque, il n'y avait aucun traitement. Donc des dangers physiques et sociaux complètement immédiats. C'est ça, c'était pas de la théorie abstraite dans un salon. Au milieu de ce chaos extérieur qui était totalement incontrôlable, ils devaient impérativement forger des outils psychologiques aiguisés. Sinon, ils auraient sombré dans la folie. Ou ils seraient devenus esclaves de leur propre panique. Absolument. Et le postulat de départ, c'est pas d'atteindre un état vide où l'esprit arrêterait de penser. Parce qu'on peut pas empêcher le cerveau de penser, de toute façon. Non, le cerveau, c'est une machine à penser et on peut pas l'éteindre sans mourir. L'objectif, c'est plutôt d'apprendre à observer ses pensées, de modifier notre relation avec elles. Pour les voir comme de simples suggestions, en gros. Voilà, des suggestions neuronales, et surtout pas comme des prophéties inévitables. C'est une distinction qui change complètement la donne, je trouve. En fait, on ne combat pas la pensée, on la démasque. Tout à fait. Mais avant d'arriver aux outils concrets de la source, il y a une mécanique fascinante à comprendre sur la nature même de ce piège. Pourquoi est-ce que l'esprit humain se met à surréfléchir jusqu'à l'épuisement total? On pourrait facilement se dire que c'est un défaut de fabrication. Ce qui est fascinant ici, c'est que la biologie évolutive nous montre exactement le contraire. La surréflexion, c'est pas un bug du système. Ah bon? C'est quoi alors? C'est une fonctionnalité de survie. Mais une fonctionnalité qui est devenue un peu obsolète face à notre environnement moderne. D'accord, donc à l'origine, ça servait à quelque chose. À la base, oui. C'est un mécanisme de défense pur et dur. L'esprit humain s'est développé pour anticiper les menaces dans un environnement qui était très hostile. Le tigre à dents de sabre caché dans les buissons, genre. Exactement. Et aujourd'hui, cette mécanique, elle persiste. On a cette croyance, souvent inconsciente d'ailleurs, que si on analyse suffisamment une situation, on pourra se prémunir contre tout danger. Donc on passe en revue chaque détail. Ouais, le moindre potentiel échec, une humiliation publique possible, un rejet. L'esprit se dit, si j'anticipe la pire catastrophe sous tous les angles possibles, je serai préparé. Sauf qu'on n'est pas du tout préparé en fait. Non, c'est une illusion totale. On ne se prépare pas, on s'épuise. C'est un peu l'analogie qui me vient en tête, c'est un ordinateur. Ou même un smartphone, qui ferait tourner 50 applications super lourdes en arrière-plan. Ah oui, très bonne image. Le système lance, je sais pas, des processus d'analyse, un balayage antivirus, la géolocalisation, tout ça, en pensant que ça maintient l'appareil en sécurité, mais au bout du compte, toi, l'utilisateur, t'essayes juste d'ouvrir un pauvre document texte. Et la machine rame complètement. C'est ça. Le ventilateur hurle, le processeur surchauffe et la batterie,
elles font à vue d'œil. L'énergie est pompée par des menaces fantômes. Et le parallèle technologique illustre parfaitement la réalité cognitive. La batterie mentale se vide, le processeur n'a plus aucune ressource pour gérer la réalité immédiate. Et le guide aborde d'ailleurs la matière première de ce gaspillage énergétique, non? Les fameuses impressions. Oui, les stoïciens avaient très bien identifié ça. Une impression, dans leur jargon, c'est pas le fait brut. C'est l'interprétation, c'est ça. Exactement. C'est l'interprétation automatique, le jugement ou l'histoire qu'on plaque instantanément sur une réalité qui, à la base, est complètement neutre. Donc la souffrance vient de là. La douleur psychologique prolongée, oui, elle vient presque jamais de l'événement lui-même. Elle vient du récit qu'on brode autour. La surréflexion, c'est juste une accumulation d'histoires qu'on se raconte pour donner du sens à ce qui nous échappe. Je lisais les exemples dans le texte et il y a une situation tellement banale, mais universelle. Tu envoies un message important à un collègue. Les heures passent. Et aucune réponse. Le classique. Le fait brut, vraiment objectif, si on filmait la scène, c'est juste un téléphone sans notification. C'est un silence numérique. L'événement est neutre. Sauf que notre esprit a horreur du vide, c'est clair. Donc le cerveau comble ce vide et invente 10 scénarios catastrophes. Il m'en veut pour hier, mon travail n'est pas important, ou carrément il me déteste. Et un autre cas très courant qu'on retrouve dans l'analyse, c'est la difficulté financière ponctuelle. Disons, une facture imprévue. Oui, le décalage de trésorerie. Voilà. Le fait brut, c'est qu'il faut gérer un découvert ce mois-ci. L'impression que le cerveau génère, c'est la faillite totale, la perte du logement, la rue. On saute du fait à l'apocalypse en une fraction de seconde, quoi. Et le pire, c'est que ce saut logique prodigieux, sur l'instant, il paraît complètement rationnel pour la personne qui le vit. Parce que le corps réagit vraiment, non? Oui, parce que l'amygdale, la fameuse alarme du cerveau, elle sonne sans attendre d'avoir toutes les infos. C'est une tentative désespérée de reprendre le contrôle face à l'incertitude. L'esprit fuit le présent pour s'installer dans le futur et essayer d'y faire la loi. D'accord, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puisqu'on sait que la surréflexion, c'est une illusion de contrôle, comment on fait pour briser cette boucle? Et c'est là qu'on arrive à la solution fondamentale. La fameuse dichotomie du contrôle, c'est la clé de voûte du stoïcisme. C'est quoi exactement, pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une règle très simple, mais assez brutale. Ça demande de couper la réalité en deux catégories strictes. D'un côté, tout ce qui échappe à notre volonté. Et de l'autre, ce qu'on contrôle directement. Voilà. Et la surréflexion, c'est quand notre esprit essaye de forcer la serrure de la mauvaise catégorie. D'accord. Et dans ma mauvaise catégorie, il y a quoi? Eh bien, ce qui échappe à notre contrôle, c'est l'immense majorité de l'univers, en fait. Le passé, déjà, puisqu'on ne peut pas le changer. La météo, l'économie. Et les autres gens, j'imagine? Surtout les autres, oui. C'est le plus dur pour l'ego humain. On ne contrôle pas leurs pensées, leurs opinions sur nous, leurs réactions. Même en communiquant parfaitement, le cerveau d'autrui est hors de portée. Et bien sûr, chaque détail du futur est hors de contrôle. Ça fait beaucoup de choses hors de contrôle. Oui. Mais de l'autre côté de la frontière, la zone qu'on contrôle exclusivement est minuscule. Mais sa puissance est absolue. C'est-à-dire? C'est nos actions, nos choix éthiques, nos croyances, la manière dont on décide d'interpréter un événement, et surtout, là où l'on choisit de braquer le projecteur de notre attention. Donc l'angoisse naît quand on confond les deux. Exactement. C'est le frottement entre notre désir de contrôle et une réalité hors de notre juridiction. Alors, je vais jouer l'avocat du diable une seconde. C'est très bon en théorie, hein. Séparer ce qu'on contrôle de ce qu'on contrôle pas, sur le papier, c'est magnifique. Je sens venir le mais. Mais carrément. Soyons honnêtes, quand on est réveillé en sursaut à 2 heures du matin parce qu'on vient de repenser à une erreur au bureau, la logique abstraite, elle s'effondre. Le cœur bat à 1000 à l'heure, on se dit « on va me virer ». Dans cet état de panique, réciter la dichotomie du contrôle, ça ne suffit pas, si? C'est une excellente objection. Et la réponse, c'est que les stoïciens étaient avant tout des pragmatiques. Donc ils avaient prévu le coup de la panique de 2 heures du matin? En quelque sorte, oui. Parce que quand l'amygdale détourne le cerveau, l'intellect ne répond plus. On ne peut pas raisonner avec une alarme incendie. Il faut d'abord agir sur la biologie et utiliser la parole. L'exercice 1 dans le guide, c'est l'art de nommer, non? Exactement. Il faut remarquer les signaux. La mâchoire qui se serre, les épaules crispées. Et ensuite, on utilise la phrase magique. Je suis en train de surréfléchir. Voilà, à voix basse ou dans sa tête. Mon cerveau est en train de surréfléchir. Qu'est-ce qui dépend vraiment de moi, là, maintenant? Et pourquoi le fait de juste dire ça, ça marche?
Parce que ça crée une distance. Tant qu'on ne nomme pas la surréflexion, on est persuadé d'être lucide, d'être responsable en s'inquiétant. Mettre un mot dessus, ça réactive le cortex préfrontal, la zone de l'analyse, et ça calme mécaniquement la panique. On se désidentifie de la pensée, en fait. Et ensuite, l'étape 2, c'est de redescendre dans le corps. C'est bien ça? L'ancrage dans le présent. Oui. Et pour quitter ce futur terrifiant qu'on s'est inventé, le corps est le meilleur ancrage. Ça passe par une respiration très précise. Inspirer sur 4 secondes et expirer sur 6, c'est ce que dit le texte. C'est ça. Forcer l'expiration à être plus longue. Ça stimule le nerf vague. Le rythme cardiaque ralentit et le cerveau se dit « Ah, ok, le cœur se calme, donc le prédateur a dû partir. » C'est fou que ce soit purement physiologique. On sent ses pieds sur le sol, la température de l'air. Mais il y a aussi cette idée géniale de l'action présente. J'adore cette partie de la source. Oui, l'attention portée à l'immédiat, Si on est en train de faire la vaisselle, le texte dit qu'il faut la faire vraiment. avec une attention chirurgicale, oui. On sent l'eau sur les mains, on regarde la mousse, on écoute le son de l'éponge. Je trouve ça d'une beauté incroyable, cette simplicité. Plus on se concentre sur le savon, moins on donne de carburant au scénario apocalyptique de notre tête. C'est une arme redoutable. Allouer toute sa bande passante à la réalité physique, ça coupe le moteur de l'anxiété. Mais attendez, je dois encore faire une objection. Allez-y. Si on passe sa vie à juste ressentir l'eau de la vaisselle ou regarder les bulles de savon, on n'est pas un peu dans le déni, là? C'est le grand risque de mal interpréter la méthode. Bah oui, parce qu'il faut quand même planifier l'avenir, payer ses factures, résoudre les vrais problèmes du boulot, pas la lin. Cela soulève une question cruciale, et c'est très important de le clarifier. Le stoïcisme, ce n'est absolument pas l'absence de réflexion ou le déni. Ah, ouf! L'ennemi, ce n'est pas la réflexion. L'ennemi, c'est la rumination. C'est quoi la différence exacte, du coup? La réflexion, c'est linéaire. J'ai un problème, j'évalue les options, je prends une décision. La rumination, c'est circulaire. On y pense 1000 fois, on angoisse 1000 fois et on ne décide rien du tout. Et pour contrer ça, le guide propose l'exercice 3, la fenêtre de réflexion. J'ai trouvé ce concept génial. La planification de l'inquiétude, oui. En gros, au lieu de laisser un problème tourner en boucle toute la journée, on lui alloue un créneau, genre 10 à 15 minutes. Et pas une minute de plus. Voilà, on prend un carnet, on note toutes les options, on ouvre les vannes des risques et des peurs, mais une fois que le chrono sonne, paf, c'est terminé. Le bureau des plaintes est fermé. Et si l'esprit tente de revenir le dossier plus tard dans la soirée, on lui dit fermement « Non, j'y ai déjà réfléchi, c'est noté, j'y reviendrai plus tard. » Ça signale au cerveau que le problème est pris en charge, non? Exactement. Et ça mène logiquement à l'exercice 4, remplacé par l'action. C'est là que la surréflexion s'effondre vraiment, face au concret. Toujours, la surréflexion déteste l'action concrète. L'énergie de l'anxiété, c'est de l'énergie stagnante. Le moindre petit mouvement dissipe cette stagnation. Les exemples donnés sont super parlants. Face à une conversation hyper difficile qu'on repousse, au lieu de rejouer la dispute dans sa tête pendant des jours, On écrit un brouillon de message. exactement. Ou pour un projet géant qui nous paralyse, on cherche la toute première action, même minuscule, genre ouvrir un fichier Word et écrire le titre. Ça force la transition. On quitte le monde des idées infinies pour reprendre le contrôle dans le monde physique. Et la question ultime à se poser, c'est toujours « Qu'est-ce que je peux faire maintenant ?» Et si la réponse c'est rien, Alors il faut avoir l'humilité d'accepter qu'on n'a aucun contrôle et on relâche la tension. alors qu'est-ce que tout cela signifie concrètement? Si on résume notre parcours du jour, sortir de sa tête, c'est pas arrêter de penser. C'est devenir le directeur de ses pensées, le fameux conducteur. Reprendre le volant, oui. On nomme la boucle pour s'en détacher. On s'ancre physiquement avec la respiration ou les bulles de savon de la vaisselle. On limite le temps de réflexion avec un chrono. Et on agit concrètement. Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est vraiment une question d'économie d'énergie. C'est-à-dire, L'énergie mentale de quiconque nous écoute est précieuse. S'épuiser à essayer de contrôler ce qui est du mauvais côté de la frontière, c'est gâcher nos ressources les plus intimes. ce qui m'amène à une dernière pensée, un peu provocatrice peut-être, basée sur une idée émergente de la source. Ah, je vous écoute. On se dit souvent que la surréflexion, c'est un énorme fardeau, une faiblesse. Mais fondamentalement, c'est le cerveau qui emprunte de la souffrance à un futur qui n'existe pas, non? Oui, tout à fait. Eh bien, que se passerait-il si on récupérait toute cette incroyable énergie créative? Parce qu'il faut une imagination dingue pour écrire des fictions apocalyptiques aussi détaillées dans nos têtes, avec les dialogues, les rebondissements. C'est vrai que c'est digne de scénaristes professionnels. Oui, oui.
Sommes-nous conscients que notre anxiété, c'est en fait la preuve de notre immense pouvoir d'imagination, mais juste mal dirigé? Et si on investissait tout ce budget créatif pour bâtir quelque chose de réel, là, dans l'instant présent? C'est un renversement de perspective fabuleux. Arrêter d'utiliser notre meilleur équipement pour tourner des films d'horreur dont on est la victime et s'en servir pour construire. C'est exactement ça. Eh bien, merci beaucoup pour cet éclairage vraiment fascinant sur les mécanismes de notre esprit. Merci, c'était un plaisir de décortiquer tout ça. Et pour notre audience aujourd'hui, l'invitation est simple. Choisissez un seul de ces exercices aujourd'hui, juste pour voir ce qui change. La prochaine fois que le petit vélo se met en route, dites «Je suis en train de surréfléchir» ou concentrez-vous sur l'eau de la vaisselle. Sur ce, merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur et à très bientôt.